Humoriste, comédien, animateur de télévision, écrivain, c'est un vrai couteau suisse et il revient avec son one-man show à partir du 5 juin qui s'appelle #Demain je me lève de bonne heure, je reçois Cartouche. Mais tu es qui au final, Cartouche? Ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas suisse. Ah non, tu Alors. n'es pas suisse, mais tu peux être un couteau suisse quand même parce que, non mais c'est vrai, quelle est ta casquette? Tu te sens plus de quel bord? Voilà, je dirais un artiste un peu touche à tout, qui se balade un peu dans des mouvements un peu qu'il aime. Donc je danse, je chante mal, donc ça c'est sûr que… Bon, ça ne fait pas partie de tes talents. Non, ouais, mais je danse, je joue, j'improvise, j'écris, j'essaie de faire les choses que j'aime en fait, je vis. Et les choses que tu aimes, tu les as fait dès que tu étais tout petit. Mais oui, très tôt. Parce qu'à l'âge de 8 ans, tu pousses les portes donc, du conservatoire du Raincy, Mm. sans le dire à tes parents. Ouais. Tu rêvais d'être danseur classique. Je vois une émission de télé, un peu comme tous les gamins qui regardent la télé, et là, je vois un truc qui me touche, qui me bouleverse. Je vois des mecs danser, des nanas danser, et je dis, mais c'est ça que je veux faire. Et à chaque fois, quand je prenais le train pour faire Chelles, Montfermeil, Paris, je passais devant un gros mur, il y avait marqué Conservatoire de danse du Raincy. Et donc, je suis allé taper au conservatoire, et j'ai commencé la danse comme ça, en planqué, parce que je voulais le dire à personne. Et comme ça, j'ai découvert la danse. Je ne savais pas que c'était la danse classique, mais j'ai adoré ça, quoi. J'ai vraiment adoré. Alors J'adore. tu devais te retrouver surtout à l'époque avec des jeunes filles en tutu rose, bleu, Avec les chignons. et tu étais le seul garçon. J'étais le seul garçon, j'avais un survêtement rouge tout pourri, j'avais une coupe afro, j'avais des chaussettes trouées, mais je m'en foutais, quoi. J'avais envie de danser, j'avais été accroché à la barre. Alors est-ce qu'il faut plus de courage ou plus de passion pour faire ce que tu as fait à 8 ans quand on veut faire une activité parce qu'on nous apprend que rose c'est pour les filles, bleu c'est pour les garçons. Il faut beaucoup de folie parce que le courage, je ne savais pas sur quoi j'allais tomber. Ouais. Et la passion, je ne connaissais pas encore. Donc j'avais juste envie de faire ça. Et je pensais que c'était presque normal de le faire, quoi. Quand tu es un enfant de 7-8 ans, tu ne connais pas les limites des choses. Tu n'as pas de filtre comme les adultes. Donc je suis allé parce que j'avais envie de le faire. Mais oui, mais alors pourquoi pendant 10 ans tu dis rien à personne, tu dis rien Alors, à tes amis, tu dis rien à ta famille? Quelle était la crainte? C'est parce que d'abord j'habitais dans le 93, dans une cité bien grave, et que l'idée de ne pas le dire, c'était de me protéger. Tu n'avais pas envie de te faire insulter de tous les noms, tu n'avais pas envie que mon père, alors, être danseur, c'était le truc inexistant de la vie, il m'aurait empêché, on vivait que avec des mecs dans le quartier, ils m'auraient traité de tous les noms, donc j'avais pas envie de ça, quoi. J'avais envie de garder cette passion pour moi, et de le faire pour moi, et de me dire, ça c'est à moi. Il n'y a personne qui va m'enlever, j'adore ça et je vais le faire. Et donc pendant 10 ans, tu fais croire à tout le monde, toute ta famille, tous tes amis, que tu joues au foot. Je fais Non, pas... non, tu fais pas croire. Je joue au foot. Tu joues au foot, tu te forces à jouer au foot. Eh ben même pas, je joue au foot et je touche bien ma balle. Mais t'aimais ça? Ouais, j'adorais ça. Mais j'avais compris qu'en étant présent sur le terrain de foot, j'étais absent aussi. Donc je pouvais me permettre de me barrer, de revenir. Mes parents pensaient que j'étais en train de jouer au foot. Les mecs au foot pensaient que j'étais chez mes parents. Et donc entre les deux, j'allais prendre mon cours de danse. Et ni vu ni connu, c'est une stratégie qui était bien montée. Et je protégeais ça, mais à donf, quoi. Mais t'avais déjà une envie, t'avais déjà une ambition, tu te voyais danseur classique. Tu rêvais de quoi à ce moment-là? Non, je rêvais de faire de la danse sur le moment. Après, au fur et à mesure des choses, j'ai compris ce que c'était la danse, j'ai compris que ça pouvait être un métier, j'ai compris qu'on pouvait monter, j'ai compris et surtout, chaque fois que je prenais un cours, chaque fois que je m'arrêtais, ça me manquait, quoi. Donc j'étais dans une espèce de… Ouais, c'était viscéral. Ah quoi. ouais, c'est un peu comme un truc qui s'ouvre, comme ça, tout doucement, comme une fleur qui s'ouvre, comme ça. Et je me suis dit, mais c'est génial. Mais alors, est-ce que tu sais d'où venait ce besoin de t'exprimer par ton corps? Parce que quand on a une passion, une appétence comme ça pour la danse, ça vient forcément de quelque part, c'est peut-être un besoin d'extérioriser quelque chose. Je dirais pas une appétence, je dirais un appétit. Tu vois, Ouais. tu vois, mais c'est très clair, mais je crois qu'au fur et à mesure du temps, des moments, c'était là. Tu vois, c'était comme… on a tous quelque chose en nous qui existe. Il suffit de l'arroser, il suffit de mettre de la lumière et ça monte. Ça monte. Et puis c'est ça, c'est monté. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'adore ça. Et puis ça me faisait du bien. Et puis je faisais pas de conneries. Toi, j'étais pas en train de casser des voitures, en train de me battre, en train d'insulter les autres. Non, j'étais dans mon élément à moi, quoi. Mon jardin secret, quoi. J'étais avec moi-même. Et t'en as parlé pour la première fois à tes parents, t'avais 19 ans, je me trompe ou pas? Je n'ai pas parlé, en fait. Quand je me suis retrouvé dans une émission de télé avec Nagui, et il me pose la question, je raconte, et c'est comme une espèce voilà, les gens l'ont découvert d'un coup à la télé, quoi.
C'est pas possible, quoi. Farid, qu'on connaît, il fait de la danse, il a fait de la danse. Donc ils l'ont su à ce moment-là. Ouais. Ils l'ont su en fait publiquement quand tu l'as dit Exactement, publiquement. ouais. T'as jamais pris le temps de dire écoute maman, papa, asseyez-vous. Ma maman, oui. Je lui ai dit, écoute, voilà, je vais danser. Mais bon, une mère, tu caches rien, elle suivait les Ça choses. ressent les choses. Ça elle ressent. Mais c'est quand je lui ai dit que j'allais à Marseille pour m'installer, faire de la danse avec Roland Petit, elle a dit, sois heureux. Voilà, juste ça. Et le papa, il a réagi comment? Parce qu'un papa, c'est différent. Alors mon père, c'est vraiment différent parce que mon père, il a toujours, d'abord, il a pas. J'ai un père qui était très 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 silencieux, très très absent, très terre à terre. C'était un maçon. Il n'a jamais fait prêter attention. Et quand il est parti après revivre en Algérie, ses amis, la famille lui parlaient de moi. Il était très fier, mais il me l'a jamais dit. Le film Billy Elliot, il se serait pas inspiré de toi? Parce que, excuse-moi, mais ça m'y a fait penser. Hein. Bah, c'est vrai que le film est venu après, que Canal+ m'avait appelé justement pour me parler, pour que je parle de mon histoire aussi. Mais l'histoire est calquée là-dessus. Hein. Donc c'est pas eux qui ont copié sur mon histoire, hein, mais c'est une histoire identique, quoi. Mais il y a un ouvrage, hein, il y a un livre qui est en préparation sur ton histoire, non? Un film. Un film. C'est un Tu film. veux faire un film de toute cette Voilà, histoire? alors, c'est signé avec UGC, on avance bien. Le film est écrit, donc C'est une autobiographie? c'est une auto-bio-fiction. On a retravaillé, on va reprendre que la partie du gamin. Donc il va y avoir un gamin qui va jouer ton rôle. Voilà, exactement. Tu vas caster le gamin. On l'a casté, presque, on l'a presque casté. Ça y est. Ouais. Tu sais, enfin, il correspond à ce que tu voyais, à ce que tu étais. Est-ce que tu t'es inspiré vraiment de ton histoire? Est-ce que tu avais Ah ouais, besoin bien sûr. de voir ce gamin en toi, Ah, bien petit, sûr. Ah ouais, de voir le petit Farid en lui, quoi? Ouais, et puis il me ressemble. Et je pense qu'il a des traits de caractère qui doivent être pas loin des miens. C'est un passionné de danse. Ouais, il est assez, c'est moi. Et ça fait bizarre d'ailleurs. Quand je le vois et que je le vois répéter, travailler, je dis waouh. T'as des enfants, toi, Farid? Ouais, hein? j'ai 2 filles. T'as 2 filles. Ouais. Ta première fille, tu l'as eue en 2009. Ouais. C'est ça? Ouais. Je te dis ça parce que je te trouve très secret, très discret sur ta vie privée. Bah oui, je trouve, non, mais je te le dis très honnêtement. J'ai remonté toutes les pages Google possibles et inimaginables. Et c'est vrai que tu fais partie des artistes, ou des artisans, comme tu m'as dit, tu vas m'expliquer pourquoi tu dis ça, qui donnent peu de leur personne, de leur image privée. C'est pas que je donne peu, c'est que j'estime que c'est pas le plus important dans la vie d'un artiste de pouvoir savoir qu'il se drogue, qu'il est marié, qu'il est divorcé, qu'il vient de se faire plaquer, qu'il a un... On s'en fout, quoi. Je crois que mon travail à moi, c'est de monter sur scène et de raconter des histoires, de faire vivre de faire rire, de faire pleurer, de toucher les gens, de leur dire qu'on les aime. Maintenant, je me cache pas, quoi. Si quelqu'un veut savoir si j'ai des enfants, il me pose la question, je réponds. Mais j'ai pas envie de mettre en avant des choses privées pour ma carrière à moi. J'ai pas besoin de ça, je crois pas. Donc je suis secret, je suis un enfant secret de toute façon, ça c'est sûr. Tu as commencé avec des secrets. Voilà, mais ça se saurait si vraiment, en parlant de mes enfants, ma carrière serait multipliée par 6. Donc, Mais ça, on a dû te le dire, tu as dû l'entendre, tout comme moi, il faut que tu donnes plus. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est le 2.0. Ouais. Les gens ont besoin d'en avoir plus de toi. Tu as dû l'entendre. Ouais, ça. ouais, mais je crois que j'ai un peu de mal. J'ai envie de croire que les gens s'intéressent à moi par ce côté l'artiste, quoi. C'est pas pour rien que je m'appelle Cartouche et puis que mon prénom c'est Farid. Bah tiens, pourquoi? Parce que justement, alors pourquoi il y a deux choses. Farid, ça veut dire unique. Et il y avait un mec à l'époque qui m'a donné envie de faire ce métier, qui s'appelle Farid Chopel, qui est malheureusement décédé. Et j'étais fan de ce mec-là, donc je ne pouvais pas m'appeler Farid. Et puis le premier livre que ma maman m'a offert, c'est le livre du pirate Cartouche. Et je me suis dit, tiens, je veux m'appeler Cartouche. Et je crois qu'inconsciemment, j'ai séparé les deux. Le Farid et Cartouche. Donc tu avais déjà besoin de séparer la personne physique de la personne morale. C'est inconscient. Inconsciemment, oui. Après, j'étais dans un trip de me dire, voilà, je vais monter sur scène, c'est Cartouche qui monte. Et d'ailleurs, Cartouche et Farid ne sont pas les mêmes. C'est un peu bipolaire, hein? Non, c'est que c'est pas la même énergie. Je suis dans la vie de tous les jours, les gens qui me connaissent très bien, je suis très rigolo, je suis pas un artiste torturé qui s'ouvre les veines. Au contraire, je suis très joyeux. Mais l'énergie de Cartouche est complètement différente. J'ai puissance 10 quand je suis sur une scène. Ouais, mais tu parles de Cartouche comme d'un personnage. Voilà, mais parce que ce que je sors de moi, du fond, c'est encore plus difficile. Je ne veux pas... mes spectacles sont autobiographiques déjà.
La plupart de mes spectacles sont Tu quasiment... racontes ta vie dans tes Voilà. spectacles. Ils sont déjà vrais. À 80%, il n'y a que des choses vraies que je raconte. Donc, je vais chercher des choses. Donc, je vais chercher au fond. Donc, déjà, c'est beaucoup. Donc, si je commence en plus à pas faire de différence, mais je peux péter un plomb, quoi. On peut, tu vois, ça peut être difficile. Donc, j'essaye tout le temps de me dire, bon, là, là, c'est Farid qui parle, là. Donc, c'est pas Cartouche. Donc là, je suis avec Farid. Ouais, t'es avec Je Farid. suis pas avec Cartouche. Ouais. Parce qu'on dit que pour être un artiste, et je le pense, moi j'en suis convaincu, tu vas me dire ce que tu en penses toi à ton Ouais. niveau, je suis convaincu qu'il faut avoir une phase B, forcément. Et pas un plan B. Et pas un plan B. Et ça, et le plan B, on va y venir, parce que la transition, elle est toute faite. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il faut une phase B pour pouvoir donner de sa personne, pour pouvoir se mettre à nu devant des gens, que ce soit au cinéma, au théâtre ou à la télévision? Tu peux pas t'imaginer comment c'est dur, surtout dans le one-man show, dans le seul en scène. Tu ne peux pas t'appuyer sur des autres. Tu es là. Et quand tu montes sur scène, et que tu viens de te faire plaquer, par exemple, et que tu pleures ta mère parce que tu te dis, putain, je souffre, et que tu viens sur une scène avec une salle complète et des gens qui viennent pour rire, et toi, tu te dis, waouh, là, je suis en train de faire rire des gens, mais en même temps, mon intérieur pleure, je saigne, je souffre. Si tu n'as pas cette composition de contrôler ça, mais tu t'écroules. Et je peux comprendre que derrière, tu as des mecs qui vont se prendre des shoots d'alcool, des shoots de drogue, de cocaïne, qui vont faire n'importe quoi, qui vont les cogner leurs meufs, qui vont faire des trucs extrêmes, qui vont les baiser n'importe comment, qui vont pas gérer, qui vont pas rien contrôler, parce que justement, ils ne font pas cette phase de je commence, je termine, et je suis dans ma vie. Donc tu penses que c'est ça qui te tient, toi, aujourd'hui? Ah bah, moi, j'ai jamais pris un truc, d'abord parce que je déteste ça, et que parce que justement, quand je sors de scène, je descends et je redeviens Farid, et c'est très important. Il paraît que c'est très violent, justement, cette sensation que moi, je connais pas, tu vois, le fait de sortir de scène après avoir joué devant des centaines ou des milliers de personnes, mais il paraît que c'est très violent. Ah bah, moi, je dors pas avant 4 heures du matin, en général. T'es dans une énergie... voilà, donc si tu ne contrôles pas, bah, contrôler. Si tu n'as pas cette conscience de ce qui s'est passé, parce que les gens te donnent tellement d'amour, mais tellement d'amour, que tu dois vraiment prendre cette distance pour pas... Parce que tu prends, et pouf, tu te trouves dans la chambre d'hôtel, tu dis, mais je suis tout seul. Tu te souviens d'une fois où ça a été très dur pour toi? Ouais. Je jouais à Paris, j'étais dans une salle, c'était complet. Et le lendemain, je me suis retrouvé avec 6 personnes dans la salle, dont 4 qui se sont barrés. Et des gens qui parlaient entre eux. Et j'étais dans une phase d'incompréhension. Et quand ils sont tous partis, quand je me suis retrouvé tout seul, je me suis dit, mais... En plein spectacle. Les 4 Ouais. ils sont partis. Ouais. Mais c'est à cause de moi, parce que je contrôlais plus rien, quoi. Je jouais très très vite, je disais n'importe quoi, j'étais mal, ça se voyait, ça se sentait. Parce que tu étais mal personnellement. Non, parce que je comprenais pas d'un coup ce désamour, mais c'est inconscient, tu sais, tu dis pas, personne m'aime, il n'y a plus personne dans ma salle, les gens se lèvent, ils partent, c'est super violent. Mais c'est un beau métier ou c'est un métier horrible alors? Parce que ça a l'air violent quand même. C'est un super métier, c'est un des plus beaux métiers du monde. Mais t'es jamais sûr de rien. Bah là, c'est ça qui est chouette. Mais montre-moi un métier aujourd'hui où tu es sûr de quelque chose, et je te dis, bah là, je signe. Est-ce qu'il y a de la sécurité dans ce métier-là? Mais aucune sécurité dans n'importe quel métier. Aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Bah, les lois sont faites quand même quand on est salarié aujourd'hui pour avoir une certaine sécurité. Ah, je ne parle pas de cette sécurité-là, je parle de la sécurité justement de continuer à aujourd'hui, je t'embauche avec un CDI ou un CD, voilà, mais si je veux te virer dans 15 jours, j'ai le droit de te virer. Ok, tu vas faire les prud'hommes, tu vas me faire ce que tu veux, mais je peux te virer. Je trouve une raison pour te virer, et puis là, ça va être encore plus difficile parce que tu as 54 ans, 50 ans, 60 ans, et puis tu as une famille, tu as des crédits. Donc, il n'y a rien qui est aujourd'hui qui est solide. Au contraire, tout est... Alors, la passion du métier qu'on a, c'est justement de faire ce qu'on a envie de faire depuis tellement longtemps. D'où, je ne suis pas d'accord avec cette personne qui dit qu'on fait des métiers plan B, des métiers où voilà. Justement, je voulais te faire réagir parce que tu as mis un long post sur ton compte Facebook. Tu as réagi aux propos donc, de la chroniqueuse Christine Angot qui a déclaré donc, sur le plateau d'On n'est pas couché que les artistes deviendraient artistes uniquement par plan B. En gros, ce ne serait pas un choix, ce serait uniquement un plan B. Ouais, mais c'est fou de dire ça. D'abord, c'est très dangereux de le dire.
Alors moi, c'est la première fois que je fais ça en 10 ans de réseau. Je ne me suis jamais mis en position de parler de quoi que ce soit qui était en dehors de mon travail. Là, je trouve que c'est important parce que c'est faux. C'est complètement faux. Et je connais beaucoup d'artistes qui, au contraire, ont décidé de faire ça. Et je le redis, qu'est-ce que c'est dur de faire ce métier-là? C'est dur parce que tu dépends de ton intérieur, mais tu dépends aussi du regard des autres. Tu dépends de quelqu'un qui va décider ou pas de te produire, qui va décider ou pas de mettre des moyens pour que tu existes. Tu peux aujourd'hui monter, puis 2 jours après t'écrouler, tu n'as rien derrière. C'est très dur. Voilà. Donc j'ai du mal. Alors, peut-être qu'il y a des gens. Je parle des artistes. Alors, parce qu'elle a utilisé le mot artiste. Oui, elle a utilisé Voilà. le mot artiste. Est-ce que je peux simplement lire un passage Bien sûr, que bien tu as sûr. posté? Tu as mis: La jalousie montre qui vous êtes réellement, une radine du cœur, une brisée du cerveau, malheureuse qui finalement envie les artistes. J'espère que les enfants n'ont pas entendu votre connerie à la télévision ou sur les réseaux sociaux pour ne pas vous ressembler plus tard. #idiote. Parce que tu imagines si moi, à 7 ans, 8 ans, j'étais tombé devant cette personne dire ça, inconsciemment, je me suis dit, je ne veux pas faire ce métier parce que c'est pas un métier. Alors que c'est aujourd'hui, sans les artistes, mais la vie serait morose de partout. Je veux dire, euh, les gens voilà. Et plus il y a des attentats, plus les gens vont dans les salles, plus les gens ont besoin de rire, plus les gens ont besoin de rêver. Donc ton métier, il est autant nécessaire qu'être médecin, vétérinaire. Bien sûr, on ne sauve pas des vies, quoique c'est possible, on ne sait pas. Moi, j'ai marié des gens, j'ai eu des gens qui qui sont venus me voir et qui étaient encouragés par mon parcours et qui ont fait ce métier-là. J'ai eu des gens on est allé voir des. Toi, par exemple, les artistes, on en parle très peu, mais ils vont beaucoup avec des associations, voir des enfants malades, des enfants qui ont des cancers, des enfants qui sont en phase terminale. Et quand on les voit nous voir, mais on leur donne une énergie de bonheur. Donc ça a quelque chose, ça a une valeur. Donc dire qu'on est des plans B, c'est vraiment. Alors, Tu t'es senti touché? bien sûr, sinon j'aurais pas réagi. Mais parce que je peux pas croire que mon parcours dit bien que c'est pas un plan B. C'est Au quoi être contraire. artiste pour toi? C'est décider déjà de se mettre à nu à chaque fois que tu fais ta créativité d'artiste, que tu sois un acteur, que tu sois sur scène, que tu sois en train de danser, c'est se mettre à nu. C'est-à-dire que regardez-moi et si ça vous plaît pas, vous pouvez me le dire. C'est un peu ça. Hein. Que tu montes sur scène, tu as des gens qui vont dire c'est nul, d'autres qui vont dire c'est génial. Donc voilà, tu peux pas te planquer derrière un ordinateur, tu peux pas te planquer derrière, voilà, t'es vraiment à nu. Et puis être un artiste, c'est donner du bonheur au cœur et au cerveau et à l'imaginaire des autres. Et ça, si on n'a plus ça aujourd'hui, on devient sec, on devient sans amour, on devient sans humanité, donc les gens n'existent plus. Imagine, tu te lèves le matin, tu vas à ton bureau, tu rentres le soir, tu manges, tu dors, tu te lèves le matin, tu vas à ton bureau, tu rentres. C'est pas possible. Donc si je comprends bien, pour toi, elle n'avait pas le droit de dire ça, Christine Angot, sur un plateau de télévision. Elle dit ce qu'elle veut, mais voilà, je comprends pas qu'on laisse dire des choses comme ça. Toi, c'est très grave, c'est grave de le dire. Je pense que c'est aussi violent que de dire à un mec dans la rue, sale juif, sale nègre, sale arabe. C'est aussi violent que ça. C'est du racisme par rapport aux gens qui veulent faire. C'est un racisme primaire, mais c'en est un. Quoi. On dit à des gens, tu n'es pas comme nous. Combien de fois j'ai des gens qui me disent encore aujourd'hui, mais ton métier c'est ça? Tu vis de ton métier? C'est dingue d'entendre ça encore aujourd'hui, quoi. C'est dingue. Et s'il n'y avait pas ça, l'histoire de la famille Hallyday, on n'en parlerait même pas. Donc c'est qu'on peut construire des vraies vies aussi fortes que celles des autres, quoi. Beaucoup plus même. En 2003, ton premier film pour le cinéma, c'est Podium, Ouais. de Yann Moix. Et après, tu sors à peu près un film par an. Enfin, tu es dans un film par an. Et entre 2007 et 2017, j'ai constaté que il n'y avait plus de films. Plus de films pour la télé. Je me demandais s'il y avait une raison derrière tout ça. Bah, il y en a certainement plusieurs. C'était une période où j'étais beaucoup en tournée sur scène. Donc ça, c'était pour moi important. La scène, c'est vraiment la chose primordiale. On a commencé à me proposer des rôles
Alors, la plupart des films que j'ai faits, c'est des films chorales avec d'autres acteurs. On me proposait, les seules fois où on me proposait des rôles avec une vraie identité d'acteur, avec un premier rôle tout seul, c'était des rôles qui étaient des catastrophes, quoi, des terroristes ou des choses qui ne correspondaient pas à ce que j'avais envie de faire. Et à chaque fois aussi des périodes où j'étais énormément en tournée, et les tournées sont signées, et on ne peut pas les changer, on ne peut pas se dire... Donc les films, elles arrivent tout le temps... Le cinéma, c'est où il faut s'appeler Jean Dujardin, il faut avoir des grandes histoires dans le cinéma pour pouvoir prendre du temps et de dire, dans 2 ans, 3 ans, je pourrais le faire. Pourquoi tu dis des films de terroristes? Parce qu'on me proposait des rôles de mecs qui faisaient des terroristes. Oui. Et donc, C'est-à-dire qu'on te mettait dans une case? oui, rebeu, voilà, on cherche un terroriste, parce que j'étais à ce moment-là très connu et que je pouvais amener une certaine notoriété au film, mais le rôle était complètement... je disais, mais tu sais qui je suis pour que tu me proposes ça? Est-ce que tu me vois comme ça? Alors, C'est vexant? c'est pas que c'est vexant, c'est que... c'est pas en adéquat avec toi. Si tu prends, je sais pas, Tu comprends pas pourquoi on voulait te faire jouer que ça, c'est ça? voilà, et que ça, et des trucs qui étaient mais immondes, quoi. Un des films là qui m'avait choqué, où j'étais un mec qui faisait des tournantes, qui organisait des tournantes dans les caves. Donc, non mais, Il y a un délit de sale gueule au cinéma ou pas? bon, je sais pas, mais en tout cas, ça, c'était pas pour moi. Et j'ai vu le réalisateur. J'ai dit, mais je veux juste savoir pourquoi tu me proposes ça. Je n'avais pas dit oui ou non pour que. Je dit, mais voilà, pourquoi tu me proposes ça? Il me dit, parce que, en fait, je trouve que En fait, c'était incompréhensible, quoi. Ils avaient juste envie d'utiliser le nom et que ça leur faisait un nom supplémentaire dans le film. Mais voilà, tu fais pas des films ou du cinéma ou de la... J'avais pas envie de faire n'importe quoi. Voilà, j'avais pas envie de faire n'importe quoi. Et si je devais le faire, fallait que ça soit bien. Alors, j'avais déjà la complexité de mes dates de tournée. J'avais pas envie de me prendre la tête avec m'arrêter un mois pour faire un film que j'allais regretter après. Et surtout, j'étais en désaccord total avec ce qu'on me proposait, quoi. Et pourquoi tu dis à l'époque où j'étais très connu? Parce que c'est toujours pareil, on a une période très forte en notoriété quand on commence, et on fait tous les médias et on est partout, et là on nous propose de tout et de n'importe quoi et tout tombe. Et puis ensuite on a une période où ça redescend un petit peu, et là c'est là qu'il faut garder le cap et continuer à construire les choses qu'on a envie de construire. Et, très connu, c'est-à-dire que je faisais tous les médias au possible. J'avais une page dans l'IB, dans Le Monde, je faisais Envoyé spécial, j'étais partout, et là tu avais tout le monde qui te proposait quelque chose, et donc tu avais de tout et du n'importe quoi, beaucoup. On l'a dit en introduction, à partir du 5 juin, tu seras au théâtre Apollo à Paris et tu vas avoir une tournée, parce que je crois que tout au long du mois de juillet, tu vas le jouer à Avignon, ce spectacle qui s'appelle Hashtag, et le hashtag est important, Demain, je me lève de bonheur. Pourquoi ça se lit Demain, je me lève de bonheur, et ça se lit Demain, je m'élève de bonheur. Ah, tu vois, je ne l'avais pas vu comme ça. Hashtag Demain, je m'élève de bonheur. Ben, c'est un jeu de mots, mais ça doit forcément avoir un sens. Pourquoi le bonheur? Pourquoi le bonheur? Parce que c'est un peu ce que chaque être humain recherche dans sa vie d'être humain, donc d'essayer avec tout ce qu'on reçoit dans notre propre vie, d'être en permanence joyeux, d'être en amour avec les autres, avec soi-même, avec sa famille, avec tous les gens qui nous entourent, et d'être un peu comme une émanation de choses positives pour les autres. Donc l'idée, c'est quand je cherchais le thème, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'avais envie de défendre? Et puis, je me suis dit, mais en fait, le bonheur, c'est ce que je cherche tout le temps, à être heureux. Mais c'est ce que tout le monde cherche. Voilà. Hein. Et donc, je dis, je vais faire un bonheur là-dessus. Pendant 2 ans, j'ai vu 2 thérapeutes différents, et je leur posais des questions sur leur patient. Je leur disais, qu'est-ce qu'ils te racontent, c'est quoi leur préoccupation, c'est quoi leur recherche, et à chaque fois ils me répondaient. J'écrivais, puis j'en ai fait un spectacle. Donc ça va être un spectacle un peu interactif, comme une thérapie, mais avec beaucoup de déconnades, de joie. Et puis Catherine Marchal, qui est une nana géniale, m'aide à mettre ça en spectacle et en mise en scène, et on s'éclate, on rigole, et ça va être un spectacle très intéressant. Et tu commences ton spectacle en t'adressant à la salle et en disant, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes malheureux. Ouais. C'est ça? Ouais.
Parce que vous avez vu le thème et on est attiré. Si j'avais dit, si le spectacle s'appelait Demain je vais faire l'amour avec toutes les femmes, eh ben, peut-être que j'aurais, si j'avais dit par exemple, j'ai le secret pour faire l'amour avec toutes les femmes, j'aurais attiré plein de gens qui disent tiens, mais c'est intéressant, là, je veux avoir le secret. Donc on commence par une phrase, vous êtes malheureux. Alors en fait, on s'en fout si c'est vrai ou pas d'ailleurs, mais l'idée c'est de dire voilà, on va chercher ce qu'on n'a pas. Donc l'idée c'est de travailler ça et d'aller chercher cette histoire de comment, c'est quoi et où est le bonheur. Et est-ce que tu nous la donnes justement, cette recette, Mais bien dans sûr. ce spectacle? Mais bien sûr. Bon, faut venir te voir pour la connaître. Mais grosso modo. Grosso modo, il est pas loin de nous, il est avec nous tout le temps. C'est-à-dire que la vraie question c'est que tout va bien jusqu'au jour où il y a une 5e case qui arrive, une case de problématique, que ce soit la maladie, que ce soit la séparation, que ce soit tu te fais virer de ton boulot, comment tu réagis réellement à ça et comment tu ne sombres pas et comment tu te relèves avec ces difficultés de la vie, parce qu'aujourd'hui elles sont de plus en plus difficiles, elles sont beaucoup plus présentes et on se retrouve avec des choses, voilà, on a des peurs et puis dès qu'on touche la peur, elle grandit, et ça nous freine, ça nous ralentit, on a plus confiance, une perte de confiance. Donc oui, il y a des... Et le bonheur, c'est... En fait, c'est très facile d'être heureux. Très, très facile. Et il y a la web-série aussi, sur un tout autre thème. Donc cette web-série, elle s'appelle Je suis ton père. Elle est disponible sur la chaîne YouTube Je suis ton père. Et tu campes le personnage d'un SDF qui partage ses bancs avec son ours en peluche. Son fils. Son fils, pardon, mais qui est un ours en peluche. Voilà. Ce personnage du SDF, est-ce qu'il a été inspiré? Est-ce qu'il est fictif? Est-ce qu'il est réel? Bah, il est vrai parce que il y avait Charles qui était un SDF qui habitait en bas de chez moi. Et pendant quasiment 2 ans et demi, je descendais, je discutais, je lui amenais un sandwich, on discutait, je l'invitais au resto, au japonais, on parlait. Voilà, on a créé un lien et puis un matin je suis descendu, il n'était plus là. Et ça m'avait touché parce que c'était chaque fois quand je descendais, c'était un peu comme mon papa, il me parlait, il me racontait des trucs, il me conseillait. Je me dis, mais comment ce mec-là peut me conseiller des trucs avec ce qu'il vit, quoi? C'est fou, quoi. Il a une espèce d'empathie vis-à-vis de moi, alors que ça devrait être l'inverse. Et il était en train de me donner des belles leçons de vie à chaque fois. Il me parlait des nanas qu'il avait eues. Je lui disais, bah, je viens de me séparer. Ah ouais, avec la fille que je t'ai vue l'autre jour, mais pourquoi? C'est pas grave. Et je trouvais que c'était génial. Donc j'ai créé ce personnage de ce type-là qui a son fils Arthur et il lui apprend la vie, quoi. Voilà, il lui apprend. C'est un gros mytho, mais avec plein d'humour, plein de tendresse, Donc j'ai fait le premier épisode, et là on en prépare 6-7 qui vont arriver. Cartouche, avant donc de te retrouver le 5 juin au Théâtre Apollo à Paris avec ton one-man show, demain je m'élève de bonheur, ou je me lève de bonheur, c'est comme vous voulez. Demain je me lève de bonheur. Hashtag demain je me lève de bonheur. Et de te retrouver aussi à Avignon pendant tout le mois de juillet où tu vas justement jouer ce one-man show, et ben on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Ouais. Donc tes réseaux sociaux, on va les communiquer. De toute façon, ils sont là, ils apparaissent à l'écran. Ton Instagram, c'est Cartouche6. Ton Facebook, c'est Cartouche officiel. Ouais. Et enfin, ton Twitter, c'est Cartouche. Ouais. Tout simplement. Super, bah merci. On est bon sur les réseaux sociaux? Je crois. C'est parfait parce que c'est mon point faible en temps normal. Bon, j'espère que cette ITV vous a plu, que vous avez appris à découvrir, redécouvrir Cartouche sous un jour différent. Je l'espère. En plus, tu as vu, il y a une... Comment on appelle ça là? Un viseur? Une cible. Une cible dans laquelle on met la cartouche. Bah, c'était réfléchi le décor quand même. Fort. Non, je plaisante. C'était fortuit. Bref, merci d'avoir regardé cette interview. Vous avez la barre de commentaires. J'aime juste beaucoup en tes dessous. paillettes. Voilà. J'adore les paillettes. Ouais, je sais. Voilà, je suis désolé. Très discoman. Je peux pas m'en empêcher. Ça fait partie de moi. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Ça, c'est vous qui pouvez la gérer, la barre de commentaires, parce qu'elle sert tout simplement à mettre votre commentaire. Oui, à dire si vous avez apprécié ou non cette interview, parce que c'est bien de donner son avis à partir du moment où c'est constructif. Bah voilà. Voilà. Vous avez aussi le petit bouton s'abonner et la clochette des notifications. En les activant, ça vous permettra de recevoir directement en notification sur votre smartphone mes dernières vidéos en toute intimité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences, je l'espère, en toute intimité. Et puis vous le savez, restez positifs parce que c'est ça qui nous permet d'avancer dans la vie. Demain on se lève de bonheur.